Ici, on nous demande de trouver l'infimum de trois ensembles différents et de prouver que ce sont bien des infimums. Mais avant, pour trouver un infimum, il faut savoir ce que c'est un infimum, et je vais vous expliquer ce que c'est tout de suite. En gros, imaginons qu'on ait un ensemble ici, en une dimension, donc vraiment sur une droite, ici, imaginons que c'est l'axe des réels, et qu'on ait un ensemble S qui soit comme ça. Alors, on voit bien que c'est un ensemble qui est borné, parce qu'il est compris entre deux valeurs. Mais alors, qu'est-ce que c'est un infimum, et aussi qu'est-ce que c'est un suprêmum? Donc ici, on va juste se centrer sur ce que c'est un infimum. Le suprêmum, c'est vraiment la même chose, mais au lieu de parler de borne inférieure, on va parler de borne supérieure. Mais dans cette vidéo, je me concentre juste sur l'infimum. De toute façon, c'est la même chose de l'autre côté, ça sert à rien de parler des deux cas. Donc, un infimum, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple en fait. Déjà, un infimum, c'est un minorant. Enfin, la définition concrète d'un infimum, c'est le plus grand de tous les minorants d'un ensemble. Donc, imaginons que l'ensemble vert ici, on l'appelle A. Donc, un minorant de A, c'est juste un point qui est plus petit que tous les éléments de A. Donc, par exemple, un point ici, on dit qu'il minore A, que c'est un minorant de A. Un point ici est aussi un minorant de A. Ici aussi. Ici aussi. Ici, par contre, c'est pas un minorant, parce qu'on voit bien que tous les ensembles, que tous les éléments ici, pardon, sont, euh, font partie de A, et pourtant sont plus petits que ce point-là. Ici non plus, c'est pas un minorant, parce que littéralement, c'est un point qui est plus grand, on le voit ici, que tous les éléments de A. Donc, on comprend vite que tous les minorants de l'ensemble sont les éléments à gauche de l'ensemble. Donc, après, c'est pas tout. L'infimum, c'est pas juste un minorant, c'est un minorant en particulier. Et c'en est juste un, c'est le plus grand de tous les minorants. Donc en gros, ça veut juste dire que parmi la liste de tous les minorants qu'il y a ici, il y en a un qui est l'infimum. Et c'est le plus grand de tous. Donc logiquement, graphiquement, on le voit bien, que l'infimum, il est ici. Et donc ça veut dire quoi? Être le plus grand de de tous les minorants, concrètement. Si on fait un zoom dans cette partie-là, imaginons que je fasse un zoom et que le zoom soit ça, qu'on ait l'ensemble A toujours ici en vert, ça veut dire quoi être le plus grand de tous les minorants? Ça respecte quelle propriété? Ben, ça veut dire que si on va juste un peu plus à droite, juste si on bouge le point un peu à droite, si on se met ici, et ben c'est bon, c'est plus un minorant. Parce que forcément, comme on est le plus grand de tous les minorants, si on prend un point qui est un peu plus grand que nous, eh ben c'est pas un minorant. Et ici on voit bien, parce que si on va un peu à droite, on voit bien que tous les éléments ici sont plus petits que lui. Alors que par définition, un minorant doit être plus petit que tous les éléments dans A, sans exception. Donc en fait, être le plus grand des minorants, ça veut dire plus formellement que si on va un peu à droite de ce point-là, eh ben, il y aura forcément des points de l'ensemble A qui sont entre ce minorant et le nouveau minorant qui est un peu à droite. Donc concrètement, ça veut dire que si on prend n'importe quel, n'importe quel chiffre, n'importe quel réel plus grand que 0, et ici par exemple on appelle ce point ici A, si on prend n'importe quel point qu'on va appeler epsilon, n'importe quel réel epsilon, même s'il est tout petit, tout petit, tout petit, imaginons que là on soit à une échelle microscopique, que là on soit au point 0,1, et que ici on soit au point 0,0001, imaginons, hein, on a fait un gros zoom sur cet endroit-là, et bien même si on prend un epsilon minuscule qu'on va mettre ici, donc là ce point-là ça va être logiquement A plus epsilon, et ben vu qu'il est un peu plus grand que notre infimum, ça peut plus être un minorant. Donc ça veut dire que entre notre infimum et entre notre point A plus epsilon, il y a forcément des nombres plus petits que ce nombre-là, ce qui fait de ce nombre-là pas un minorant, et donc ça prouve que si on prend n'importe quel point, si on arrive à prouver que si on prend un epsilon petit de façon arbitraire, le plus petit possible, forcément pas zéro, mais toujours positif, et que entre ce point-là et ce point-là, il y a forcément des éléments dans l'ensemble, alors ça veut dire que le point A, c'est le plus grand de tous les minorants. Donc, formellement, ça veut dire quoi? Et là, on va s'attaquer à la partie qui fait un peu peur à tout le monde,
à partir des epsilon. Et en gros, on va écrire la définition formelle, et maintenant qu'on a compris comment ça se passe visuellement, ça va être beaucoup plus simple à comprendre pourquoi est-ce que cette définition est écrite comme ça. Ok, donc, posons, dans la vraie vie j'écris un peu mieux que ça, mais on va se contenter de ça, hein. Posons A égale l'infimum d'un ensemble qu'on va appeler grand A. Ok, ou plutôt grand B, pour éviter les confusions. Et ben, A est un infimum si et seulement si il respecte deux conditions. La première condition, c'est que A doit être forcément un minorant. Et les deux conditions sont indispensables. Les deux doivent être complétés. C'est pas juste une qui est importante, ni la deuxième, mais c'est les deux ensemble. Donc premièrement, A doit être un minorant de l'ensemble B. Et formellement, mathématiquement, comment ça s'écrit? Ça veut juste dire que pour tous les éléments B appartenant à grand B, A sera forcément plus petit que B. Donc là, ça veut juste dire que pour tous les éléments de B, A sera plus petit que cet élément-là. On peut piocher un élément au hasard dans B, et ben vu que A c'est un minorant, il sera forcément plus petit que B. Ça c'est la définition d'un minorant. Donc là, je vais l'écrire ici. Minorant. Et la deuxième définition, c'est juste que pour tout epsilon plus grand que 0, strictement plus grand que 0, ça veut dire que pour tout écart, pour tout décalage, bien qu'il soit minuscule à droite de A, et ben il y aura forcément un point de l'ensemble B qui sera dans l'intervalle qu'on vient de créer. Donc, mathématiquement, ça veut dire que pour tout epsilon supérieur à 0, il existe forcément un élément x dans l'ensemble B, juste un, ça suffit à prouver que c'est vrai, il existe un élément x appartenant à l'ensemble B tel que x soit plus petit que a plus epsilon. Donc là, graphiquement, rappelez-vous, ça veut dire que si on a notre a qui est ici, et notre a plus epsilon ici, si on prend n'importe quel epsilon, il y aura forcément un x qui est là-dedans. Donc forcément un x qui est compris entre a et a plus epsilon. Bon là, c'est logique qu'il est compris entre a et a plus epsilon. C'est logique pour a parce que on vient de dire juste avant que a c'est un minorant. Donc voilà. Ça formalise notre définition. Et les deux conditions, si elles sont respectées, prouvent que notre point A est un minorant. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est un infimum, on va essayer de prouver formellement que dans les trois ensembles, l'infimum qu'on va trouver, on va essayer de prouver formellement que c'en est en effet un. Donc on va commencer par le plus facile de tous, donc par notre ensemble A, qui est défini par n plus 9, tel que n appartient, plutôt que n est un naturel. Et donc là, ça veut juste dire que dans l'ensemble A, il y aura 9, 10, 11, 12, 13, et comme ça jusqu'à l'infini. Et logiquement, si on se dit que l'ensemble A est composé de 9, 10, 11, 12, on voit forcément que l'élément le plus petit possible, et ben c'est 9. Et bon, ça prouve que c'est un minorant. Mais par contre, l'ensemble A, il a plein de minorants. 8 c'est un minorant, 9 c'est un minorant, moins 1 c'est un minorant, moins 1000 c'est un minorant. Et donc il faut juste prouver que 9 c'est le plus grand de tous ces minorants. Bon, quand on le dit, quand on le voit, c'est logique, mais en mathématiques, il faut prouver formellement. Il ne faut pas juste dire que ça se voit, ça serait trop simple. Donc là, on va voir comment on fait pour le prouver de façon élégante et formelle. Et on va voir que l'epsilon, c'est pas si difficile que ça finalement. Donc, premièrement, on va prouver que c'est un minorant. Et pour ça, ici, on va le prouver en vert. On va plutôt écrire ici, prouvons que 9 égale l'infimum de A. Donc, sous quelles conditions n plus 9, qui est l'apparence de n'importe quel élément de A, est plus grand que 9? Ben là, si on développe, si on fait moins 9 des deux côtés, on aura n plus grand que 0. Et par définition, n appartient au naturel.
et donc par définition, n est toujours plus grand que 0. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on veut prouver que pour tout epsilon strictement supérieur à 0, il existe un x appartenant à A tel que x est plus petit que epsilon plus l'infimum. Donc ici notre infimum c'est 9, est plus petit que 9 plus epsilon. Et ici notre x c'est juste un élément de A. Donc on peut le réécrire aussi comme ça. Il existe un n0 plus 9 plus petit que n plus epsilon, que 9 plus epsilon. Et là bon, j'ai écrit n0, pourquoi? Parce qu'en fait c'est pas juste un n quelconque. On va voir que le but c'est d'associer un x à chacun des epsilon, parce que ce qu'on veut prouver c'est que pour n'importe quel epsilon, il y a un x qui fonctionne. Donc on va prouver que pour n'importe quel epsilon, ici on choisit un epsilon ici, on va prouver que pour tous les epsilon, on va trouver un n0, donc après un x, tel que ça soit respecté. Et donc là, on va juste continuer à travailler là-dessus. On va essayer de trouver un n0 selon epsilon. Donc là, on enlève 9 des deux côtés et on aura n0 plus petit que epsilon. Donc, là, il faut que notre n0 soit plus petit que epsilon. Et ça, c'est très simple. On sait que epsilon est toujours plus grand que 0, donc on n'a qu'à dire que notre n0 va être égal à 0. Donc on pose n0 égale 0, et ça suffit. Donc ici, on écrit en rose n0 égale 0. Et donc pourquoi ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne, et je vais le prouver par le calcul, que si on choisit n'importe quel epsilon, disons par exemple epsilon égale à 0,1, on veut trouver un x appartenant à A tel que x soit plus petit que infimum plus epsilon, donc plus petit que 9,1. Et donc là, on a dit que notre x est égal à n0 plus 9, qui est égal à notre n0, 9. Donc égal à 9. Et ça, on voit directement que c'est plus petit que 9,1. Et donc ça marche. Donc là, j'ai passé un peu de temps sur cet exemple parce qu'il est assez simple et donc il n'y a pas de difficulté au niveau de la fonction. Et donc ça sera juste comprendre pourquoi le epsilon fonctionne. Donc on va essayer de prouver la même chose, mais pour un infimum qui est faux. Pour vous prouver que ça marche bien. Parce que moi au début, quand j'avais appris ce que c'était un epsilon, etc., je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça fonctionne tout le temps? Est-ce que c'est réellement comme ça? Est-ce que c'est vraiment juste ça? Ça paraît un peu superficiel comme preuve. Et on va voir que ça marche très très bien. Déjà, visuellement, on a vu que ça marchait bien. Mais maintenant, on va voir que la formule formelle marche très très bien aussi. Donc on va essayer quelque chose d'autre, on va l'écrire en rose. Prouvons que 8, on sait que c'est pas un infimum de ça parce qu'on sait que 9 c'est plus grand. Et donc par définition 8 c'est pas le plus grand des minorants, mais on va essayer de prouver pour voir que ça va pas coller. Donc prouvons que 8 égale infimum de A. Donc premièrement, c'est logique que 8 ça soit un minorant de A. Pourquoi? Parce que sous quelles conditions n plus 9 est plus grand que 8? Voilà, on soustrait 9 des deux côtés, sous la condition que n soit plus grand que moins 1. Et par définition, n est toujours plus grand que 0, et donc, logiquement, n est toujours plus grand que moins 1. Donc ça c'est vrai. Maintenant, essayons de trouver, pour chaque epsilon positif, essayons de trouver un x appartenant à A, tel que x soit plus petit, ou égal, que infimum plus epsilon. Donc que 8 plus epsilon. Encore une fois, on peut remplacer notre x ici par n0 plus 9, plus petit que 8 plus epsilon. Là, on enlève le 9 et on soustrait 9 ici. Donc on aura n0 plus petit que epsilon moins 1. Et donc là, normalement, vous devriez voir qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que il y a deux conditions. Soit epsilon est plus grand ou égal à 1. Et dans ce cas-là, epsilon moins 1, non,
dans ce cas-là, epsilon-1 est plus grand ou égal que 0. Et donc là, c'est possible. Encore une fois, si on choisit n0 égale 0, ça marche. Mais sauf que, on ne peut pas juste se limiter à epsilon plus grand que 1, parce que par définition, ça doit marcher pour tous les epsilon plus grands que 0. Donc il y a un autre cas de figure, où epsilon est plus petit que 1, et donc epsilon-1 est plus petit que 0, et là, ça marche pas parce que il faut trouver un n0 qui soit plus petit que 0, strictement plus petit. Et donc ça colle pas parce que notre n0 c'est un nombre entier positif. Donc là, ça marche pas. C'est impossible de trouver pour epsilon plus petit que 1, c'est impossible de trouver un élément x qui soit dans A. Et ça, si vous voulez, je vous le montre graphiquement pourquoi c'est pas possible. Donc, imaginons qu'on ait notre ensemble A ici sur l'axe des réels, et ben, on aura notre ensemble A ici en vert. Ici, on aura 9 parce qu'on a prouvé que c'est l'infimum, donc c'est bien ici. Et ici, on aura 8. Et donc, prenons un epsilon plus petit que 1. Imaginons par exemple epsilon égale 0,5. Donc entre 8 et 8,5, on voit bien que c'est impossible de trouver un x appartenant à A parce que simplement, il n'y en a aucun. On voit graphiquement que tous les éléments appartenant à A sont ici. Et donc forcément, entre 8 et 8,5, il n'y en a aucun. Et donc, il y a forcément des minorants qui sont plus grands. Comme par exemple 9, qui est l'infimum. Et là, on voit graphiquement pourquoi est-ce que ça fonctionne pas et pourquoi est-ce que ça marche parfaitement. Donc, j'espère que à ce niveau-là, les explications sont assez claires. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur tout ce qui est explication, et je vais plutôt faire quelques exemples. Donc, on va essayer de montrer comment ça fonctionne pour le B et le C. Donc, maintenant, on passe à l'ensemble B, et je vais le faire plus rapidement. Certes, c'est plus technique, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne epsilon, ça va beaucoup plus vite. Donc, on a l'ensemble B, qui est juste tous les nombres réels, qui correspondent à la forme 1 sur n plus 3, avec n appartenant à tous les nombres positifs et entiers différents de 0. Donc, il y aura ici 1 sur 1 plus 3, donc 1 quart. Il y aura aussi 1 sur 2 plus 3, 1 cinquième. Il y aura aussi 1 sur 3 plus 3. Il y aura aussi 1 sur 1000 plus 3, etc. etc. Donc, on voit très bien que l'infimum ici, ça va être 0. Pourquoi? Parce que imaginons qu'on ait déjà 1 quart, c'est plus petit que 1, mais c'est positif. 1 sixième, c'est plus petit que 1, plus petit que 1 quart, et en plus c'est positif. Et ça, 1 sur 1003, c'est beaucoup plus petit que 1, et c'est positif. Donc imaginons qu'on prenne un nombre gigantesque, donc imaginons un nombre environ égal à 1 sur, sur ce truc-là, et ben en fait, ça va se rapprocher de plus en plus vers 0. Donc forcément, l'infimum, on a l'intuition que c'est 0. Et donc pour ça, l'intuition ne suffit pas en maths, ce qu'il faut c'est le prouver. Donc on va prouver que 0 c'est l'infimum de B. Donc, prouvons que 0 égale 1B. Donc, premièrement, on va prouver que 0 c'est un minorant de B. Donc, sous quelles conditions 1 sur n plus 3 est plus grand que 0? Eh bien, tout le temps. Pourquoi? Parce que, par définition, 1 c'est positif, 3 c'est positif, et n c'est positif. Donc 1 positif divisé par 1 positif, ça fait 1 positif. Donc, ce truc-là sera toujours positif, et donc, par définition, toujours plus grand que 0. Donc ça, c'est toujours vrai. Et maintenant, essayons de prouver que pour tous les epsilon plus grand que 0, il existe un x appartenant à B tel que x soit plus petit que infimum plus epsilon. Donc notre infimum c'est 0, donc plus petit que 0 plus epsilon, donc plus petit que 0. Et donc là, on va résoudre ça, on va remplacer notre x par notre valeur ici, donc 1 sur n0 plus 3, encore une fois, n0 c'est juste parce que je cherche une valeur qui correspond à notre epsilon.
cette valeur-là n'est pas juste un n, euh, c'est pas une variable, c'est un n qui va dépendre de notre epsilon, c'est un n qui va fonctionner pour un epsilon en particulier. Pourquoi? Parce qu'on veut prouver que ce soit vrai pour tous les epsilon, on veut prouver que pour tous les epsilon, il y a un seul x ou plus qui fonctionne. Et donc, ici, notre n0, ça va être un n0 qui fonctionne pour un certain epsilon. Donc, je reprends, on a 1 sur n0 plus 3, qui doit être plus petit que epsilon. Et donc là, on peut faire l'inverse. Pourquoi? Parce que epsilon, c'est strictement plus grand que 0, c'est jamais égal à 0. Donc, on peut inverser. On a n0 plus 3, plus grand que 1 sur epsilon, et donc n0 plus grand que 1 sur epsilon moins 3. Ok. Donc là, on veut juste un n0 qui soit plus grand que ça. Donc, logique. Ce qu'on fait, c'est juste qu'on transforme ça en un truc un peu plus grand et qui soit entier. Parce qu'il faut que n0 soit un nombre entier plus grand que 1. Donc, on va dire que n0, on aurait pu choisir tout ce qu'on voulait, mais moi je choisis ça. On va dire que n0, c'est juste égal à 1 sur epsilon, nombre entier au-dessus, moins 3. Donc, par exemple, si 1 sur epsilon c'est égal à 0,5, ça sera égal à 1. Si ça c'est égal à 5,7, ça sera égal à 6. Donc forcément, ça sera toujours supérieur ou égal. Ça sera toujours supérieur ou égal à ça. Et donc, cette relation-là sera respectée. Et en plus, ça fait de ce nombre-là un entier, et ça marche. Donc là, on pourrait se dire, c'est bon, on a trouvé un n0, on a trouvé que pour tous les epsilon, eh ben, on avait un x qui fonctionne. Donc notre x, ce sera 1 sur ce n0 là, plus 3. Mais non, ça suffit pas en fait parce que il y a un problème. Il faut que notre n0 soit plus grand que 1, plus grand ou égal à 1. Et qu'est-ce qui se passe si 1 sur epsilon, qu'est-ce qui se passe si cette valeur-là est plus petite que 1? On ne peut pas dire que n0 va être égal à ça parce que n0 doit être plus grand que 1. Mais bon, en fait, il faut juste réfléchir un petit peu et se dire qu'en fait, c'est pas du tout un problème. Pourquoi? Parce que si cette valeur-là est plus petite que 1, ça veut dire que cette valeur-là est aussi plus petite que 1. Pourquoi? Parce que ça, c'est plus grand que ça. Et donc forcément, si ça, c'est plus grand que ça et que ça, c'est plus petit que 1, alors ça, c'est forcément plus petit que 1 aussi. Donc si 1 sur epsilon moins 3 est plus petit que 1, et ben c'est simple. On va juste dire, ok, n0 va être égal à 1. Pourquoi? Parce que si n0 est égal à 1, dans le cas où 1 sur epsilon moins 3 est plus petit que 1, et ben on aura 1 supérieur à un truc plus petit que 1, et ça sera respecté. Donc on va juste faire du cas par cas. Donc notre n0, ça sera pas juste une valeur en particulier, comme dans l'exercice A, ça sera la chose suivante. On va poser n0 égale au maximum entre ce qu'on a trouvé ici et 1. Voilà. Bon, le maximum pourquoi? Parce que si jamais ça c'est plus grand que 1, alors ça a beaucoup de chances d'être plus grand que 1, donc on peut pas choisir n0 égale, égal à 1 parce que c'est plus petit qu'un truc plus grand que 1. Donc là on pourra choisir cette valeur là, qui est plus grande que 1. Sauf que comme on l'a vu, si jamais ça c'est plus petit que 1, eh ben il n'y a pas de risque. Notre n0 si on dit qu'il est égal à 1, ben, ça sera forcément plus grand que ce truc là, et donc on sera bon. Donc là n0 égale au maximum de cette valeur là, ça fonctionne. Et si vous voulez, vous pouvez essayer de tester avec des epsilon, avec des valeurs n'importe lesquelles, et puis ça fonctionnera. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment bien suivi les étapes, et on a fait attention aux cas dangereux où jamais où n0 peut être par exemple négatif si on dit que c'est égal à ça. Donc voilà, et on va traiter maintenant le troisième cas, qui est le cas un peu plus difficile, hein, qui est là juste pour vraiment voir si vous avez suivi. Donc on a notre c qui est égal à l'ensemble de tous les sinus n avec n appartenant au naturel. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que le sinus n, ça ressemble à un truc comme ça. Et donc ça suit un petit peu le sinus.
Et donc notre intuition, elle nous dit que la valeur minimale, donc que l'infimum de c, c'est moins 1. Donc on va prouver, pourquoi? Parce que le sinus il est compris entre 1 et moins 1, petit rappel. Donc on va essayer de prouver, on va pas essayer, on va réussir à prouver que infimum de c est égal à moins 1. Et donc, premièrement, prouvons que moins 1 est un minorant de c. Donc, sous quelles conditions sinus de n est plus grand que moins 1? Eh bien, toujours, parce que par définition, le sinus de x, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc ça, c'est bon, c'est sûr que moins 1 c'est un minorant, par la définition du sinus. Mais maintenant, il faut essayer de prouver par epsilon que c'est le plus grand des minorants. Donc, pour tout epsilon supérieur à 0, il faut prouver qu'il existe un certain x appartenant à C, tel que x soit plus petit que infimum plus epsilon. Donc, moins 1 plus epsilon, c'est égal à epsilon moins 1. Et donc là, on va remplacer. On va dire qu'il faut trouver un sinus, un n0 tel que sinus de n0 est plus petit que epsilon moins 1. Donc, là, pareil, on va séparer en plusieurs cas, parce que là, on pourrait se dire directement, s'il y a un sinus là et rien ici, on peut juste faire le arc sinus, et puis on aura n0 plus petit que arc sinus d'epsilon moins 1, et c'est bon, c'est bâclé. Alors que non, parce qu'en fait, c'est un peu plus délicat que ça. Imaginons le cas où epsilon est plus grand que 2. Enfin, epsilon moins 1 sera plus grand que 1. Et le arc sinus, le problème, c'est qu'il est défini juste entre moins 1 et 1. Arc sinus de quelque chose plus grand que 1, ça n'existe pas. C'est comme dire que sinus de quelque chose est plus grand que 1. Ça marche pas. Donc, dans ce cas-là, eh ben, on aura sinus de n0 plus petit que epsilon moins 1. Et le truc, c'est que ça, c'est toujours plus grand que 1. Donc ça, c'est toujours vrai. Parce que sinus de n0, c'est toujours plus petit que 1. Et donc, si ce truc-là, il est plus grand que 1, alors c'est bon. Ça veut dire que notre sinus de n0, ça sera toujours respecté. Donc, quand epsilon est plus grand que 2, ça marche pour tous les n. Donc, déjà, on sait que notre n0 va être égal à n'importe quel n, donc, je sais pas, n'importe quel n, ça va fonctionner, donc imaginons 2 pour epsilon supérieur à 2. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si epsilon il est plus petit que 2? Enfin, si epsilon est plus petit que 2, par définition, epsilon il est compris entre 2 et 0. Et donc epsilon moins 1 est compris entre 1 et moins 1. Ok, donc on peut faire le arc sinus, vu que epsilon moins 1 est compris entre 1 et moins 1, on peut faire le arc sinus. Donc là, on peut faire n0 plus petit que arc sinus epsilon moins 1. Mais le problème, ici, c'est que arc sinus, il peut être négatif. Si on prend epsilon très proche de 0, on aura arc sinus de quelque chose très proche de moins 1, et donc on aura quelque chose de bien négatif, qui se rapproche de moins pi. Et un truc plus petit que moins pi, il n'y a pas de nombre positif qui est plus petit que moins pi. Donc là, ça marche pas. Donc une astuce qu'on peut faire ici, c'est de remarquer que en fait, sinus de n0, c'est quoi? C'est exactement la même chose que sinus de n0 plus 2kπ. Parce qu'on sait que pour n'importe quel x, sinus de x est égal à sinus de x plus 2kπ, avec k un nombre entier relatif. Ça peut être 1, 2, moins 3, etc. Donc ça revient même qu'écrire ça. Et donc cette fois, si on fait le arc sinus, on aura n0 plus 2kπ plus petit que l'arc sinus de epsilon moins 1. Ok? Donc maintenant, il faut juste passer le n0 de l'autre côté. Donc arc sinus de epsilon moins 1 moins 2kπ. Et maintenant, il faut trouver un cas qui nous arrange. Donc, la plus petite valeur du arc sinus, c'est quoi? C'est moins pi. Parce que par définition, arc sinus de moins 1, ça fait moins pi. Donc la plus petite valeur de arc sinus, c'est moins pi.
Donc imaginons que ça soit égal à moins pi. On veut un cas qui fait que bah, ça sera positif tout ça, parce qu'on veut un truc plus petit que quelque chose. Donc il faut que tout ça soit positif. Comme ça, on pourra choisir un n0 qui nous convient. Parce qu'on peut pas choisir un n0 plus petit qu'un nombre négatif. Ça marche pas. Donc il faut trouver un cas qui fonctionne. Donc pourquoi pas juste k égale à moins 1. Parce que du coup ça nous ferait moins pi moins 2pi. Donc ça ferait moins pi plus kpi. Et donc ça fait pi. Et donc là c'est parfait parce que c'est positif. Donc on a juste à prendre euh, la valeur entière juste en dessous de ça. Donc je m'explique. Je vais juste faire un peu de place. Bon, c'est un peu moche comme ça. Je fais de mon mieux. Comme ça. Et donc, on aura juste à choisir n0 plus petit que arcsinus de epsilon moins 1 plus 2pi. Et donc, quelque chose de plus petit que ça, et ben c'est juste n0 égale à la valeur entière en dessous de ça. Donc par exemple la valeur entière de 2,9 c'est 2, la valeur entière de 0,2 c'est 0. Donc on pourra choisir n0 égale la valeur entière en dessous de tout ce qu'on a trouvé au-dessus. Donc de arcsinus epsilon moins 1 plus 2pi. Et voilà. Et donc à la place de vous montrer que ça fonctionne avec des exemples, je vous ai préparé des courbes sur GeoGebra pour que vous compreniez pourquoi est-ce que ça marche. Donc ici, j'ai la courbe f de x qui est égale à x moins 1. Donc ici les x c'est des epsilon. Hein. Donc on voulait trouver un x qui était toujours plus petit que epsilon moins 1. Donc ici on a notre courbe epsilon moins 1. Et donc là on remarque bien que pour tous les nombres, pour tous les epsilon avant 2, ou plutôt pour tous les epsilon après 2, ça marche pour tous les n. Parce que notre epsilon moins 1, ça va comme ça jusqu'au ciel. Et là notre sinus les sinus d'entier, ça fait juste comme ça. Et donc ça marche pour tout ce qu'on veut. Sauf que, avant epsilon égale 2, ici notre courbe en rouge, c'est ce qu'on a trouvé. C'était sinus de la valeur en dessous, entière, de arcsinus de epsilon moins 1 plus 2pi. Et donc on voit bien que c'est parfait, que c'est toujours en dessous de la courbe verte qui est égale à epsilon moins 1. Donc voilà. Et ça nous montre graphiquement que ça fonctionne.